Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crimes et scandales dans le monde de la haute couture. Dynasty, Dallas, Falcon Crest, toutes ces histoires paraissent improbables. Et pourtant, ce genre de choses arrive. Une famille qui ne cesse de se déchirer. Toutes ces querelles internes, tous ces contentieux familiaux, la maison Gucci a fini par s'effondrer. Et à l'affût, une femme dont la soif d'argent semble impossible à satisfaire. Elle avait l'impression qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, qu'elle était au-dessus de la loi. Haute couture, Cuba et vengeance à l'italienne sont au programme de cet épisode de Crime en haute société. Milan, le 27 mars 1995. Il est 8h30 du matin et Maurizio Gucci marche tranquillement vers son bureau. 18 mois après avoir été évincé de la présidence de ce mastodonte de la mode, il cherche à se reconvertir pour bâtir un nouvel empire. Alors qu'il pénètre à l'intérieur du bâtiment, un homme surgit derrière lui et lui tire dessus à 3 reprises. Gucci s'effondre, gravement blessé. Mais pour s'assurer qu'il ne témoignera jamais, l'assassin lui loge une 4e balle, dans la tête cette fois-ci. Un homme arrive à l'entrée du bâtiment, le tueur se retourne et tire à 2 nouvelles reprises. L'homme est touché au bras. L'assassin court jusqu'à une voiture qui l'attend un peu plus loin et disparaît dans les rues de Milan. Quand j'ai appris qu'un des Gucci avait été assassiné, je ne me suis pas demandé avait-il des ennemis, mais plutôt lequel de ses ennemis a appuyé sur la détente. Un crime aussi violent, en plein jour et en plein cœur de Milan, on pense immédiatement à la mafia. Les policiers passent le lieu du crime au peigne fin. À première vue, tout pousse à penser que c'est un coup de la pègre. Mais très vite, les enquêteurs vont changer d'avis. 10 minutes après les faits, j'étais sur place. J'ai rapidement conclu que ça ne portait pas la marque du crime organisé et que c'était du travail d'amateurs. Les professionnels du crime prennent un maximum de précautions pour être discrets et ne pas être reconnus. Et dans cette affaire, il y avait 3 témoins. La piste de la pègre écartée, les carabiniers se demandent si le meurtre n'a pas un rapport avec le célèbre empire Gucci. Les Gucci, c'est l'élite. Ils sont tous riches et célèbres. Mais qui a dit que les riches et célèbres étaient irréprochables? Pas besoin d'enquêter très longtemps sur la famille Gucci pour faire quelques découvertes intéressantes. Quand Maurizio Gucci a été tué, certains ont parié sur une vendetta familiale. Il existe aussi un contentieux entre Maurizio et son ex-femme Patrizia. Une véritable haine qui subsiste alors que Maurizio l'a quitté depuis presque 10 ans. Je n'appellerai peut-être pas ça de la haine, mais Patrizia gardait une rancœur constante. Dans le monde de la mode, on n'est pas du genre à éviter les gros titres. Mais un grand nom du métier a été assassiné et tout le monde serre les rangs. Pourtant, derrière les murs, les langues se délient peu à peu. Il s'agit de la mort d'un homme. Mais il faut voir de quelle manière c'est arrivé. C'est un inconnu qui lui a tiré dessus et pas mal de mystères entourent cette affaire. Toute l'Italie veut savoir qui a tué Maurizio Gucci. Je ne me lasse jamais des querelles de la famille Gucci.
Comme cette fois où des ouvriers ont trouvé les pelouses du siège de la marque jonchées de sacs à main à 500 $. Il se trouve qu'à l'étage, des membres de la famille s'étaient jetés des sacs à la figure et que certains sacs étaient passés par la fenêtre. Si les carabiniers voulaient résoudre cette affaire, il allait falloir enquêter longuement sur l'entreprise familiale. L'entreprise Gucci naît à Florence en 1921. C'est pour l'élite florentine que Guccio Gucci ouvre un petit magasin de maroquinerie. Il profite d'un savoir-faire ancestral en Toscane. Pendant les 2 décennies qui suivent, la marque Gucci prospère et grandit. Les 3 fils de Guccio intègrent l'entreprise familiale et très vite, on parle d'expansion. Le fondateur de la marque voulait rester à Florence, mais ses fils lui disaient « Allons ouvrir une boutique à New York ». Et Guccio leur rétorquait « Pourquoi partir aussi loin? Restons en Italie ». Ses fils savaient que déménager à New York leur ouvrirait les portes d'un tout nouvel univers. Une nouvelle clientèle très chic découvre la marque. Tout autour du globe, les chaussures et les sacs à main Gucci deviennent des signes extérieurs de richesse et la famille Gucci intègre la jet-set internationale. Des stars du cinéma comme Frank Sinatra ou Sammy Davis Jr. portaient leurs chaussures. Les membres de la famille Gucci fréquentaient des célébrités, des princesses, des comtesses, et ils y prenaient goût. À la tête de l'entreprise, une certaine stabilité s'est installée. Mais cet équilibre risque de vaciller. L'un des 2 frères a 3 fils et l'autre n'en a qu'un, Maurizio. Maurizio a eu une enfance triste. Il était très solitaire. Il était fils unique et sa mère est morte quand il avait 5 ans. Par conséquent, son père a eu tendance à trop le couver. Maurizio étant fils unique, l'équilibre du pouvoir va être mis à l'épreuve. Maurizio et son père possèdent la moitié de l'entreprise. L'oncle de Maurizio et ses 3 cousins doivent se partager l'autre moitié. Gucci est comme beaucoup d'entreprises familiales en Italie. Il y a beaucoup d'héritiers, et quand on arrive à la 2e ou à la 3e génération, toutes les parts de la société sont disséminées et réparties entre les nombreux héritiers. Ce cas de figure est très fréquent. Si l'entreprise est bien entre les mains de la famille Gucci, on ne sait pas où va l'argent. Beaucoup de secrets financiers n'ont pas été révélés à la jeune génération. Et c'est Paolo Gucci qui va mener l'enquête. Il veut savoir pourquoi, en 1978, les magasins Gucci ont réalisé un chiffre d'affaires de 48 millions de $ aux États-Unis, mais sans faire de bénéfices. Ce que Paolo ignore, c'est que le plus gros de l'argent est détourné sur des comptes offshore par son père et par son oncle. L'animosité grandit jusqu'à ce que Paolo découvre des documents qui confirment la comptabilité créative de son père. Il les expédie aux tribunaux américains. À cause de son propre fils, Aldo Gucci, 81 ans, va passer 12 mois dans une prison de Floride. Mais Paolo n'est pas le seul à faire des vagues. Maurizio, le cousin timide et peu sûr de lui, tombe amoureux d'une femme, Patrizia Reggiani. Elle prétend être l'enfant illégitime d'une serveuse et d'un magnat des transports. Sa mère aurait épousé le magnat, ce qui lui aurait assuré une vie de richesse et de privilèges. Maurizio tombe sous le charme de ce sosie d'Elizabeth Taylor. Son père Rodolfo, lui, se méfie. Rodolfo avait des doutes sur les motivations de Patrizia. Il se demandait si elle n'était pas avec Maurizio uniquement pour sa fortune et sa réputation. Rodolfo ne l'aimait pas et il ne lui faisait pas confiance. Pour la première fois, Maurizio tient tête à son père et épouse Patrizia. Pendant les mois qui suivent, Rodolfo refuse d'adresser la parole à son fils et de travailler avec lui au sein de la marque. Pendant ce temps, Patrizia travaille à son chef-d'œuvre. Elle n'a qu'un objectif en tête, transformer son timide mari en businessman impitoyable. Elle le pousse à affûter son sens des affaires et à rencontrer les élites. Mais les Gucci n'accepteront jamais Patrizia.
Elle était intégrée à la haute société, mais pas à la famille Gucci, qui la voyait comme une diva extrêmement égocentrique. Imaginez ce clan qui connaît déjà des problèmes et qui doit accueillir cette étrangère. Elle arrive et elle dit « Je prends les rênes dorénavant. Merci de vous en référer à moi. » Un fils qui lutte pour se faire une place dans l'entreprise familiale. Une épouse manipulatrice qui aiguise les griffes de son mari. 5 membres d'une même famille qui fourbissent leurs armes. C'est la catastrophe assurée. En 1995, l'assassinat de l'ancien patron de Gucci, Maurizio Gucci, fait l'effet d'une bombe dans le monde de la mode et dans toute l'Italie. Très vite, on suspecte sa famille. Tout le monde sait que chez les Gucci, l'argent a toujours pris le pas sur la famille. C'était une famille constamment sujette aux disputes et aux contentieux. Il y a eu un moment où, entre l'Europe et les États-Unis, il y avait plus de 20 procès entre différents membres de la famille. Les 6 Gucci au conseil d'administration se livrent une guerre d'influence. Et tous les coups sont permis. Aiguillonné par sa femme, Maurizio Gucci veut réaliser un vrai putsch et ne laisser que des miettes à ses cousins. On se dit que ces terribles batailles ont forcément nui à la marque. Mais plus le nom des Gucci apparaît sur les tabloïds, plus les gens veulent s'afficher avec le logo au double G. Mais popularité ne rime pas toujours avec succès. Les Gucci se sont mis à accorder des franchises à tour de bras. Et en juillet 1982, l'un des Gucci en a assez. Lors d'une réunion du conseil d'administration, Paolo décide de prendre les choses en main. Toute la famille était réunie pour s'occuper de la comptabilité. Et Paolo est arrivé avec un magnétophone. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Certains disent que Maurizio a essayé de retenir Paolo, d'autres disent que Giorgio a essayé de lui prendre le magnétophone. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une bagarre et que ça a coûté à Paolo une grosse balafre près de l'œil. Il a hurlé, il a récupéré le magnétophone et il s'est enfui du bâtiment situé rue Tornabuoni, au centre de Florence. Les gens aiment voir que les riches ne sont pas forcément plus heureux qu'eux. Ces gens-là sont à la tête d'un empire et ils ne cessent de se déchirer au risque de dilapider cet argent qui est la dernière chose qui les unit. Le lendemain de l'incident du magnétophone, Paolo intente un procès à ses proches qui pourrait leur coûter des millions de dollars. Mais ce n'est pas le pire des soucis pour la maison Gucci. En seulement quelques années, la marque qui se voulait prestigieuse est devenue grand public. C'étaient de vrais toxicomanes. Ils étaient accros à l'argent facile. Ils accordaient des franchises à tout va et ils se ruaient sur l'argent. Mais ça écornait l'image de la marque, parce que lorsque des accessoires de mauvaise qualité portent le logo double G, on passe de la haute couture au ridicule. Tant que l'argent continue d'affluer dans les caisses, les cousins Gucci comptent bien continuer de vendre leurs marchandises au grand public. Mais Maurizio rêve de rendre à la marque ses lettres de noblesse. Et il choisit le moment idéal. Au début des années 1980, le monde de la mode commence à se passionner pour l'Italie. Milan s'apprête à devenir le nouveau Paris, et Maurizio y voit une opportunité en or. La marque Gucci peut devenir le fer de lance de cette nouvelle industrie italienne, mais elle doit impérativement se recentrer sur le haut de gamme. En 1983, à la mort de son père, Maurizio est prêt à jouer un nouveau rôle. Il a hérité de 230 millions de dollars et de la moitié des actions de la société. Encouragé par Patrizia, Maurizio essaye de prendre le pouvoir et de repositionner Gucci sur le marché du luxe. Mais son oncle et ses cousins possèdent l'autre moitié de cet empire. Et ils refusent de céder.
Pourquoi j'écouterais Maurizio Gucci? Moi, Paolo, je sais ce qui est bon pour cette entreprise. Les héritiers étaient tous très riches, mais ça ne les empêchait pas d'être gourmands. Et ils voulaient continuer à exploiter ce filon. Et ce n'était pas compatible avec ce que voulait Maurizio Gucci. Avec toutes ces tractations, Maurizio a moins de patience envers Patrizia et moins de temps à consacrer à ses deux filles. Patrizia n'arrêtait pas de le critiquer, de se plaindre qu'il n'était pas assez ceci, qu'il ne faisait pas assez cela, et qu'à sa place, elle ferait mieux. Il l'a écouté pendant un moment, jusqu'au jour où il en a eu assez. Un jour, il a pris quelques affaires dans une valise. Il a dit à Patrizia et à ses deux filles qu'il partait en voyage d'affaires à Florence, au siège de Gucci. Il les a embrassées et il est parti. Et il n'est jamais revenu. Patrizia s'est habituée à ses pantoufles à 900 $, à ses visites quotidiennes dans les salons de coiffure les plus chics de Milan et à ses sorties shopping à 300 000 $. Tout ce qui fait d'elle une épouse Gucci. D'ailleurs, depuis leur séparation, Patrizia continue de garder un œil sur le business de Maurizio. Au moment même où Maurizio s'apprête à restructurer la société, il subit un nouveau coup dur. Son cousin Paolo lui en veut toujours et il a adressé un dossier aux autorités italiennes qui prouve que le yacht à $1 million acheté par Maurizio a été payé grâce à un compte offshore de son père. Il s'agit donc clairement d'évasion fiscale. Lorsque les autorités italiennes viennent chercher Maurizio, il panique, saute sur sa moto et fonce vers son chalet dans les Alpes suisses. Au téléphone, Maurizio tente de convaincre les membres de sa famille de quitter la société. Il veut prendre les rênes une fois pour toutes. Très vite, il trouve un fonds d'investissement arabe qui est prêt à l'aider à y parvenir. Il sait lequel de ses cousins sera le premier à vendre. Il demande aux investisseurs de contacter Paolo. Paolo n'aime pas Maurizio, mais il éprouve une véritable haine envers ses frères et son propre père. Quand Paolo a vendu ses parts, c'était par vengeance. Et Maurizio le sait bien. C'est maintenant une question de temps avant que les autres ne revendent leurs parts à la société d'investissement. Maurizio est finalement blanchi des accusations d'évasion fiscale. Il est maintenant libre de gérer la société comme lui seul l'entend. Lorsqu'une personne possède plus de 50% d'une société, elle détient le pouvoir de prendre les décisions importantes. À partir du moment où Maurizio a réussi à convaincre un de ses cousins, il a dépassé ces 50%. Et par conséquent, les autres membres de la famille n'avaient plus qu'à revendre leur part. Parce que 10, 15 ou 20% de la société, ça ne leur servait plus à rien. Maurizio est maintenant le dernier Gucci de la société éponyme et il peut enfin redorer le blason de la marque. Pour cela, il fait appel au jeune créateur Tom Ford, qui redessine toute la gamme. Gucci est maintenant synonyme de haute couture et plus seulement de chaussures et de sacs à main. Mais les choses sont peut-être allées un peu trop vite. En se débarrassant de toutes ces franchises bas de gamme, la société perd 100 millions $. Maurizio doit y aller de sa poche. Il doit régler la coquette somme de 40 millions $. Maurizio parvient à conserver ses 2 voitures de luxe, son yacht et son chalet en Suisse. Mais il diminue la pension mensuelle de Patrizia de 150 000 à 90 000 $. La signora Gucci est folle de rage, mais l'est-elle suffisamment pour aller jusqu'au meurtre? C'est ce que les enquêteurs cherchent à savoir. Non sans difficulté, Maurizio Gucci a pris le contrôle de l'empire Gucci. Mais cette victoire a un prix. La bataille pour le pouvoir lui a créé beaucoup d'ennemis. Et pour ne rien arranger, la société Gucci est maintenant au bord de la faillite. Pourtant, il choisit de garder le cap, convaincu que la roue va tourner et que la marque va atteindre de nouveaux sommets.
Mais le pauvre Maurizio n'a pas hérité du sens des affaires de son grand-père. La famille, c'est une arme à double tranchant pour n'importe quelle entreprise. Si le fondateur a fait preuve d'instinct et souvent de génie, et si avec la génération suivante la société s'agrandit, de manière générale, la troisième génération fiche souvent tout en l'air. C'est vrai dans la mode et dans d'autres domaines. L'entreprise Gucci et son leader intrépide ont grandement besoin d'argent. En septembre 1993, le partenaire arabe de Maurizio, Investcorp, tente de stopper l'hémorragie en limogeant Maurizio. N'importe quelle société d'investissement comme Investcorp, qui a misé sur Gucci, a toujours une stratégie de repli. Elle n'est pas là pour que Gucci fasse son petit bout de chemin, mais pour que ça rapporte gros. Pour la première fois de l'histoire de la marque, il n'y a plus de Gucci chez Gucci. Maurizio s'en sort plutôt bien en vendant ses parts pour 120 millions de dollars. C'est une bonne opération pour lui, mais pour son ex-femme Patrizia, c'en est trop. Après avoir vu sa pension diminuer, elle voit son statut d'héritière Gucci disparaître. Pour elle, l'humiliation est insupportable. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de pouvoir. Elle savait qu'elle n'aurait plus d'influence, qu'elle ne serait plus la première dame de Gucci. Dans son esprit, Patrizia pense être à l'origine du succès de Gucci, et Maurizio vient de tout gâcher. Autour d'elle, elle déclare qu'elle veut lui donner une leçon. Lors d'une réception fastueuse organisée pour l'anniversaire de sa fille, Patrizia demande à un célèbre avocat milanais ce qu'elle risquerait si elle devait se débarrasser de Maurizio. Lorsqu'elle lui repose la même question un mois plus tard, l'avocat lui répond par courrier et lui recommande de ne pas tenir de tels propos. Mais elle n'écoute pas ce conseil. Elle est allée voir son personnel de maison et elle leur a demandé s'ils pouvaient l'aider à trouver un tueur. Elle a proposé au mari de sa femme de ménage de tuer Maurizio. Plus le temps passe, plus l'idée de tuer Maurizio la hante. C'est devenu une obsession pour Patrizia. Elle en voulait tellement à son mari qu'elle a demandé à de nombreuses personnes autour d'elle comment elle pouvait le tuer. Mais au printemps 1992, Patrizia Reggiani apprend qu'elle a une tumeur au cerveau de la taille d'une boule de billard. Patrizia m'a raconté que le jour où on l'a opérée de sa tumeur au cerveau, Maurizio n'est pas venu la voir. Heureusement, il s'agit d'une tumeur bénigne. Mais les médecins ne veulent pas ajouter au stress de l'opération. Et il demande à Maurizio de ne pas venir au chevet de son ex-femme. Il choisit donc d'envoyer un bouquet de fleurs qu'il signe simplement de ces mots « Maurizio Gucci ». Elle ne s'en est jamais remise. Pour elle, ça faisait partie de nombreux coups bas qu'il lui avait portés. Quand les enquêteurs mettent la main sur le journal intime de Patrizia, ils découvrent des mots inquiétants. Après l'opération, elle a inscrit « Vendetta ». Vengeance. Le 19 novembre 1994, presque 10 ans après leur séparation, Maurizio et Patrizia officialisent leur divorce. La plupart des divorcés se contenteraient volontiers d'une pension annuelle de 850 000 $ et de maisons à Milan, New York et Monte-Carlo. Mais pour Patrizia, tout cela ne constitue qu'une vulgaire assiette de lentilles. Et pour cette carnivore, il ne faut rien de moins qu'un énorme filet de bœuf. Peu après avoir été évincé de l'entreprise familiale, Maurizio Gucci semble connaître une deuxième jeunesse. Il a une nouvelle petite amie, Paola Franchi, une mondaine milanaise. Les deux tourtereaux emménagent ensemble dans un nid plutôt douillet. Ils rénovent un énorme appartement sur la très chic Corso Venezia qu'ils agrémentent de meubles et d'œuvres d'art uniques. Et le loyer est plutôt salé, 250 000 $ par an. Patrizia, l'ex-Madame Gucci, est livide de colère
Et pas seulement parce que Maurizio a trouvé une nouvelle partenaire. Patricia était terriblement inquiète que Maurizio dépense tout son argent, mais aussi que Paola ait des enfants, parce que ceux-ci hériteraient de tout cet argent et qu'il n'y aurait plus rien pour Patricia, qui vivait essentiellement avec l'argent de ses filles. Maurizio dépense des sommes phénoménales et l'argent sort beaucoup plus vite qu'il ne rentre. Depuis qu'il a quitté Gucci, il n'a toujours pas trouvé le métier qui lui permettrait de satisfaire les besoins de son ex-femme et de son actuel petit ami. Maurizio est toujours millionnaire. Mais quand Patricia découvre qu'il se sert de son argent pour financer des entreprises à risque, comme des casinos ou du transport maritime, elle panique. Maurizio n'a jamais été doué en affaires, et s'il continue dans cette direction, il risque de tout perdre et de la laisser sans le sou. Mais elle se dit que s'il arrivait quelque chose à Maurizio, s'il venait à disparaître, son argent serait en sécurité. Patricia se tourne vers sa meilleure amie, une certaine Pina Auriemma, et lui demande conseil. Pina et Patricia partagent la même passion pour la voyance et le surnaturel. Elles considèrent qu'en s'associant toutes les deux, elles trouveront forcément une solution. Pina a emmené Patricia chez plusieurs voyants. Elle s'en remettait vraiment à ses croyances et à ses superstitions. La presse italienne surnomme Pina la Maga Nera, la sorcière noire. Avec Patricia, elles ont fait le tour des voyants et des médiums. Et à présent, elles sont prêtes à planifier un meurtre. Pina et Patricia ont quelques connaissances en magie noire. Mais planifier un meurtre, c'est une toute autre histoire. Pina contacte le portier d'un hôtel miteux des quartiers chauds de Milan. Ce n'est qu'un petit délinquant, mais il dit connaître l'homme de la situation. Lorsque Pina dit à Patricia qu'il réclame un acompte, elle lui paye. Les jours passent, puis les semaines, et Patricia est de plus en plus impatiente. Patricia n'arrêtait pas de demander à Pina pourquoi ce meurtre n'a pas encore eu lieu. Pourquoi Maurizio est toujours en vie? Ça fait des mois, j'en ai marre d'attendre. Je lui ai donné de l'argent à ce type. Par conséquent, pour ne plus servir d'intermédiaire, Pina a présenté le portier à Patricia. Et à partir de ce moment-là, Patricia a pris le contrôle de la situation. Patricia prend les choses en main et le plan est mis en œuvre. Le 27 mars 1995, à 8h30 du matin, un homme armé emboîte le pas de Maurizio Gucci, l'ancien patron de la célèbre marque. Devant l'entrée des bureaux de Maurizio, l'homme ouvre le feu à 4 reprises. Il saute dans une voiture et disparaît dans les rues de Milan. Tandis que Maurizio rejoint sa dernière demeure, la polémique enfle déjà. Un meurtre commis en plein jour, de sang-froid, dans les rues de Milan, ça n'arrive pas tous les jours. Grâce aux témoins, on dresse un portrait robot du tueur. C'est un homme âgé entre 40 et 45 ans, vêtu d'une veste en jean et d'une casquette de baseball. Les enquêteurs savent qu'après des années de tractation commerciale, la victime ne manque pas d'ennemis. Mais la petite amie de Maurizio, Paola, désigne un autre suspect. Paola Franchi nous a indiqué que tout le monde savait que Patricia cherchait quelqu'un pour assassiner son ex-mari. Le jour de l'assassinat, Patricia Reggiani Gucci ajoute un mot dans son journal intime. Le jour du meurtre de Maurizio, elle a écrit Paradisos, ce qui veut dire paradis en grec. Si vous organisez un meurtre, ne l'écrivez pas dans votre journal intime. Mais Patricia ne compte pas s'arrêter là. Dès le lendemain du meurtre, elle se présente hors d'elle au domicile de Maurizio et Paola. Elle tient entre ses mains un avis d'expulsion qu'elle a rédigé au nom des filles de Maurizio moins de 3 heures après le meurtre.
Paola Franchi doit faire ses valises et quitter les lieux pour faire place à l'ex-femme de Maurizio. Alors que Patrizia se prélasse dans son nouvel appartement, les enquêteurs peinent à reconstituer ce qui s'est passé. L'ex-femme fait partie des suspects, mais il faut aussi enquêter sur les nombreuses personnes qui ont travaillé avec la victime. Les enquêteurs passent plusieurs jours au siège de Gucci. Ils cherchent un indice qui pourrait les orienter vers un meurtre. Mais ils repartent les mains vides. Ils explorent aussi la piste de la mafia. J'ai parlé à de nombreux informateurs qui travaillent régulièrement avec nous. Pendant l'enquête, je leur ai demandé à de nombreuses reprises s'ils savaient quelque chose sur l'assassinat de Gucci. Et de manière systématique, tous m'ont répondu que cet homicide n'avait rien à voir avec le crime organisé. 2 années passent et l'enquête n'avance pas. La police reste convaincue que Patrizia est impliquée dans le meurtre, mais elle ne parvient pas à la lier au tueur. Et un jour, à sa grande surprise, Filippo Nini, le chef de la police de Lombardie, reçoit un appel d'un ancien restaurateur, Gabriele Carpanese. Il dit savoir qui a tué Maurizio Gucci. Filippo Nini retrouve Carpanese dans un café des rues malfamées de Milan. Je suis arrivé avec mon chauffeur qui a garé la voiture à cet endroit précis. Je suis sorti et j'ai marché jusqu'à l'autre bout de la rue. Et de l'autre côté de la rue, j'ai reconnu Carpanese, qui s'était décrit comme quelqu'un de très grand et costaud, avec une veste rouge. Carpanese explique aux policiers qu'un homme du nom d'Ivano Savioni s'est vanté d'être impliqué dans le meurtre de Gucci. Savioni est portier dans un hôtel miteux et c'est un ami de Pina Auriemma. On peut dire que la collaboration de Carpanese a été capitale. Il a accepté de nous aider dans notre enquête. On l'a équipé d'un micro et on lui a demandé d'aller parler à Savioni pour qu'il confirme à nouveau son implication. Et ça fonctionne. Savioni explique que l'ami de Patrizia, Pina, l'a approché pour tuer Maurizio Gucci. Savioni a alors appelé le gérant d'une pizzeria qui lui-même a contacté un mécanicien qui vivait derrière son restaurant. Et le mécanicien a accepté le contrat. Incroyable. Patrizia a des millions de dollars sous la main et qui compose son équipe? Une passionnée de voyance, le portier d'un hôtel miteux, un pizzaiolo et un mécanicien. C'est déjà un miracle que leur plan ait vu le jour. Patrizia ne soupçonne pas une seule seconde que la police est sur sa piste. Pendant 2 ans, Patrizia a habité dans l'appartement de luxe que Maurizio avait meublé avec sa petite amie Paola. Elle vivait avec ses 2 filles et elle se disait qu'elle ne serait jamais accusée du meurtre. Patrizia ne le sait pas encore, mais l'étau se resserre. Ses téléphones sont sur écoute et on surveille ses moindres faits et gestes. Et un jour, la police a suffisamment de preuves pour l'arrêter. Le 31 janvier 1997, à 4h30 du matin, les policiers viennent la réveiller. Elle a demandé aux policiers de patienter quelques instants et quand elle est revenue, tout le monde est resté bouche bée parce qu'elle était en manteau de vison avec ses bijoux et ses diamants. C'est typique du personnage. Patrizia Reggiani nous a dit qu'il n'était pas question qu'elle enlève son manteau ou ses bijoux, parce qu'elle ne sortait jamais sans eux. On les lui a laissés. Mais dès son arrivée en prison, on lui a confisqué ses bijoux et on les a placés dans une boîte. Patrizia un jour a déclaré aux journalistes « Je préfère pleurer dans une voiture de luxe plutôt que d'être heureuse sur un vélo ». Patrizia va maintenant